Bonjour chers élèves, bienvenue dans le cadre des cours à distance destinés aux élèves du tronc commun concernant la langue française qui porteront sur l'étude d'une comédie-ballet qui s'intitule Le bourgeois gentilhomme de Molière dont voici l'affiche. Dans ce sens, je vous propose une activité de lecture qui portera sur la première séquence, à savoir l'exposition, dont le support est le premier acte, la première scène, et dont l'objectif est le suivant: étudier l'exposition dans le bourgeois gentilhomme. Naturellement, nous commençons par une identification de l'extrait. Il s'agit de déterminer les éléments qui permettent de préciser de quelle œuvre il est question. Ces éléments sont les suivants: l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre, la date de parution. Pour l'auteur ou le dramaturge, son nom est Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin. Le titre de l'œuvre est Le bourgeois gentilhomme. Le genre, c'est une comédie-ballet. Une comédie parce que la pièce a une tonalité qui est comique, et ballet parce que la pièce contient des intermèdes de chant et de danse. La date de parution, c'est en 1670, il s'agit bel et bien du XVIIe siècle. Le texte support, acte 1, scène 1. Nous commençons par une lecture de l'extrait. La scène est à Paris. L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments. Et dans le milieu du théâtre, on voit un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé une sérénade. Alors nous avons une mise en situation avant de commencer la pièce pour nous parler du décor, nous parler du lieu et nous parler des personnages. Qui sont les personnages qui figurent dans cette scène? Le maître de musique, le maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Alors, 2 violons ici, il ne s'agit pas de l'instrument de musique, mais il s'agit plutôt des violonistes, ceux qui utilisent cet instrument. Nous avons 2 personnages qui parlent, le maître de musique et le maître à danser. Le maître de musique qui parle à ses musiciens: venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Alors, il, ici, ça désigne le personnage dont il parle. Et c'est le personnage principal. Le maître à danser, parlons danseur, et vous aussi de ce côté. Le maître de musique: est-ce fait? L'élève: oui. L'élève ne va parler qu'une seule fois, c'est une seule réplique qui est très courte en répondant oui. Le maître de musique: voyons, voilà qui est bien. Maître à danser: est-ce quelque chose de nouveau? Maître de musique: oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Donc la première fois, ils ont désigné ce personnage par il, par le pronom il, et cette fois-ci par un groupe nominal, notre homme, que notre homme fut éveillé. Alors là, cette expression, elle donne une information sur le moment de l'action. À quel moment commence l'action? Elle commence effectivement le matin. Ils attendent que le personnage soit réveillé. Le personnage n'est pas encore nommé, il sera nommé par la suite. Maître à danser: peut-on voir ce que c'est? Maître de musique: vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Là, il parle de ce monsieur. Alors il dit, le maître de musique dit qu'ils ont trouvé un homme qu'il leur faut à tous deux. Ce nom est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Alors d'après cette phrase, nous apprenons des informations sur ce personnage. D'abord, son nom. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle effectivement Monsieur Jourdain. Que représente Monsieur Jourdain pour ses maîtres? Il représente une douce rente. C'est une source d'argent pour eux et un moyen sûr pour s'enrichir. Avec des visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Nous apprenons également, d'après cette expression, son but et son rêve. Quel est son rêve? C'est de devenir quelqu'un de noble, de devenir gentilhomme. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât.
Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connaisse mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Alors le maître à danser n'est pas d'accord avec le maître de musique. Ils ont deux conceptions qui sont différentes. Alors il préfère que peut-être, il serait préférable pour lui que M. Jourdain connaisse les choses qu'il lui donne. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Alors nous avons une autre information sur ce personnage, c'est quelqu'un qui connaît mal les choses qu'il lui donne. Qu'est-ce qu'il lui donne en fait? Il lui donne de l'art, de la musique et de la danse, mais il les paie bien. C'est quelqu'un qui est très généreux, alors qui a la main offrande. À chaque fois, il leur donne de l'argent. Il ne récompense qu'avec son argent. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Là, nous avons deux longues répliques, ce sont des tirades, des 2 mètres à la fois. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Alors pour le maître à danser, ce qui l'intéresse le plus, ce sont les applaudissements. Il a une vision qui est différente de l'autre maître. Il est touché par les applaudissements. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Voilà les caractéristiques avec lesquelles il qualifie M. Jourdain. Alors, pour lui, c'est une peine que de se produire à des sots. Pour lui, M. Jourdain, c'est quelqu'un de sot, c'est-à-dire c'est quelqu'un de stupide. Nous apprenons son trait de caractère. C'est quelqu'un d'idiot. Que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Alors d'un côté, il est barbare, c'est-à-dire il est en quelque sorte sauvage ou grossier, et il est stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. Alors pour lui, il aimerait avoir affaire à des personnes qui sont capables de sentir et de goûter cet art qu'il leur présente, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Alors la meilleure récompense pour le maître à danser, c'est l'applaudissement. Ou bien, c'est savoir ou goûter l'art qu'il présente. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paie mieux que cela de toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Le maître de musique, j'en demeure d'accord. Alors il est d'accord en quelque sorte avec lui, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Il y faut mêler du solide, et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. Alors pour lui, il est d'accord en quelque sorte, mais ces applaudissements ne font pas vivre, selon ce qu'il dit. Alors il lui faut de l'argent, il lui faut quelque chose de solide. Et louer avec les mains, c'est remercier avec les mains, c'est-à-dire remercier avec de l'argent. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, c'est-à-dire son esprit est limité, qui parle à tort et à travers, il parle n'importe comment de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens. Alors il n'applaudit que par le contraire. Mais son argent redresse les jugements de son esprit, c'est-à-dire tous ses défauts sont cachés ou bien sont dépassés par son argent. Il a du discernement dans sa bourse, ses louanges sont monnayées, à chaque fois qu'il veut remercier, il ne remercie qu'avec de l'argent, et ce bourgeois ignorant, donc c'est un bourgeois qui est ignorant, qui est inculte, qui n'a pas de savoir, nous vaut mieux quand vous voyez que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il fait une comparaison entre ce bourgeois et le seigneur, c'est le comte d'Orantes, c'est quelqu'un de noble qui les a introduits. Alors c'est quelqu'un de ruiné, ils n'ont pas besoin de cet homme qui n'a plus d'argent, mais plutôt ils ont besoin du bourgeois, même s'il est ignorant, mais il est très riche, il va leur donner suffisamment d'argent. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent, et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant de l'argent que notre homme vous donne. Assurément.
mais je n'en fais pas tout mon bonheur, et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelque bon goût des choses. Alors, il nous donne encore une autre information, c'est quelqu'un qui a un mauvais goût, et il espère qu'il ait un bon goût des choses. Je le voudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde, et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Alors c'est quelqu'un qui est très généreux, comme nous avons dit tout à l'heure. Alors il sait très bien payer. Lorsqu'on le remercie ou bien on lui dit des compliments, il remercie avec son argent. Le voilà qui vient. Alors après avoir lu cet extrait, à savoir la première scène du premier acte, nous allons passer à la situation du passage. Quand on parle de situer, il s'agit de citer l'événement précédent et bien sûr parler de l'événement dont il est question dans l'extrait. Mais puisque c'est le début, donc cette scène, c'est la première scène de la pièce et se situe au début. Comment on appelle le début dans une pièce de théâtre? Dans les récits, les contes, les romans, etc., on l'appelle l'incipit ou bien la situation initiale. Alors cette situation initiale dans le théâtre ou la pièce de théâtre est appelée exposition ou bien la scène d'exposition. Ce passage correspond à la scène d'exposition qui fournit des informations sur les personnages, le cadre spatio-temporel et sur les éléments essentiels à la compréhension de l'intrigue. Alors les questions que l'on va se poser, qui sont ces personnages? Quel est le cadre spatio-temporel? Qui sont les personnages qui sont présents dans ce début? Quel est le cadre spatio-temporel? Alors, quand on dit spatio-temporel, c'est le lieu et le temps. Spatio, c'est le lieu et temporel, c'est le temps. Qui sont les personnages? Les personnages, ce sont le maître à danser, le maître de musique, les musiciens, les danseurs et l'élève. Mais nous avons trois personnages qui ont parlé. Alors l'élève, il n'a donné qu'une seule réplique. L'intérêt de la scène. Quelle est l'utilité de la scène d'exposition? Elle prépare le lecteur-spectateur à recevoir le personnage principal. Alors dans le théâtre, on parle toujours de lecteur-spectateur. Lecteur pour les personnes qui lisent la pièce et spectateur pour ceux qui regardent la pièce en direct. À recevoir ce personnage principal qu'on appelle autrement le protagoniste. Qui est le personnage principal? C'est M. Jourdain. Alors, nous remarquons que dans cette première scène, M. Jourdain n'est qu'un personnage évoqué, c'est-à-dire c'est un personnage dont on parle. Alors, le portrait de M. Jourdain présenté par les deux maîtres. Alors, le portrait qu'ils ont brossé de ce personnage pendant son absence en attendant qu'il arrive. Monsieur Jourdain, c'est un personnage qui est ridicule. C'est un personnage dont on se moque. Ils sont en train de se moquer de lui. La scène s'ouvre sur les répliques échangées entre le maître de musique et le maître à danser. Il parle d'un autre personnage qui ne paraît pas sur scène, c'est Monsieur Jourdain. À travers le dialogue des deux maîtres, on apprend qu'il s'agit d'un personnage stupide, naïf et ridicule. Voilà des traits de caractère qu'on apprend sur le personnage. C'est quelqu'un de stupide, c'est-à-dire qui est idiot, qui est sot, qui est naïf, c'est-à-dire il est crédule, il croit tout ce qu'on lui dit, et il est ridicule qui suscite la moquerie des autres. Car pour le définir, les maîtres utilisent un ton ironique et moqueur. Un ton qui est moqueur. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Il est en train de se moquer du personnage qui est M. Jourdain. M. Jourdain apparaît comme un idiot car sa philosophie de l'art est inexistante. Alors il n'a pas de connaissances dans le domaine de l'art. Il se couvre de ridicule car il invite des artistes et les paie sans connaître la différence entre le beau et le laid. Le maître de musique fait de l'ironie quand il dit « il a du discernement dans sa bourse ». M. Jourdain est inculte, c'est-à-dire il n'a pas de culture, il n'est pas cultivé, il n'a pas de savoir, il est sot et stupide, mais il compense sa bêtise et son ignorance par son argent. C'est l'expression que nous avons vue dans l'extrait tout à l'heure. Son argent redresse les jugements de son esprit.
Monsieur Jourdain est également présenté comme un personnage obsédé par une seule idée. Il est hanté par cette idée, il a cette obsession. Quelle est cette obsession? C'est celle de devenir noble, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Molière critique, dénonce et ridiculise l'orgueil et le narcissisme de M. Jourdain, qui est un bourgeois se prenant pour un noble. Molière, à travers les caractéristiques de ce personnage, il est en train de critiquer et de dénoncer et de ridiculiser aussi l'orgueil de ce personnage et le narcissisme, cet amour de soi, cette vanité de ce personnage, qui est un bourgeois, il est d'une classe, il appartient à la classe de la bourgeoisie, mais il se prend pour un noble. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. À travers la folie de M. Jourdain, Molière s'attaque à la conduite de ceux qui veulent se faire passer pour d'autres. Donc c'est un message qu'il adresse à tout le monde, à toute la société. C'est comme une leçon de morale. Ceci produit un effet comique qui annonce déjà le ton de la pièce qui est comique. Monsieur Jourdain n'apparaît qu'à la deuxième scène du premier acte afin de créer un effet de suspense. Après le portrait dressé par les professeurs, nous avons envie de découvrir le personnage. Passons au deuxième axe de lecture. Il s'agit du comique dans la scène. La comédie molièresque, c'est une satire des mœurs de l'époque. Molière, à travers cette comédie, est en train de faire une satire des mœurs de cette époque-là. En mettant en scène un personnage prétentieux, vaniteux, ignorant, qui se prend pour ce qu'il n'est pas et qui s'attache aux apparences, Molière condamne les vices et les travers de la société française du XVIIe siècle. À travers ce personnage, Molière est en train de critiquer les vices et les traits de caractère et les travers de la société française de cette époque-là. Donc, cette pièce qui est comique, premièrement, elle a pour objectif de faire rire, elle provoque le rire parce que c'est ça la tonalité qu'elle adopte. Et la deuxième fonction, c'est celle de faire une satire ou bien de critiquer certains traits de caractère et certains vices des personnes de la société de cette époque-là. L'auteur utilise ce type dans une visée moraliste pour donner une leçon de morale. Sa pièce aborde des phénomènes sociaux comme la vanité, l'orgueil, l'hypocrisie, l'avidité, l'avarice et autres, pour les dénoncer dans le cadre d'une satire comique qui renferme une violente critique des hommes et des mœurs. Ainsi, malgré son ignorance et sa stupidité, M. Jourdain fut flatté par tous ceux qui l'entourent. M. Jourdain cherche à être flatté, et tout son entourage le flatte, plus précisément les maîtres, et qui s'intéressent uniquement à son argent. Pourquoi il le flatte? Juste pour lui soutirer de l'argent. M. Jourdain est manipulé par ses professeurs corrompus et profiteurs. Ce nom est une douce rente que ce M. Jourdain. Alors pour eux, c'est une rente. Les premiers fils de l'intrigue s'annoncent, alors dès la première scène, il s'agit bel et bien d'une peinture minutieuse des mœurs de l'époque. Finalement, faisons ensemble une synthèse en répondant à cette question. Qu'est-ce qu'une scène d'exposition alors? Qu'est-ce que nous avons appris d'après cette étude de la première scène? Une scène d'exposition informe le lecteur, spectateur sur la situation et les personnages, sur le cadre spatio-temporel aussi. C'est l'équivalent de la situation initiale d'un récit. L'action n'a pas encore commencé. La scène d'exposition doit susciter la curiosité et l'intérêt du lecteur-spectateur. C'est la deuxième principale fonction de l'exposition, à savoir créer ou bien susciter la curiosité. Il s'agit d'accrocher le lecteur-spectateur pour continuer soit la lecture ou bien le visionnement de la pièce. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et merci pour votre attention.